Hello et bienvenue dans le podcast La Psy des entrepreneuses. Je suis Julie Denis, je suis psychologue, j'accompagne les entrepreneurs à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent à leur tour prendre soin de leur business. Parce qu'un entrepreneur bien dans ses baskets, c'est un des leviers clés du succès et de la durabilité de l'entreprise. Ici, on parle bien-être et épanouissement, mais aussi galères, challenges et santé mentale et surtout comment on fait pour les gérer. Dans la série Sur le divan avec, j'interviewe des entrepreneuses inspirantes. Sur le divan comme chez la psy ou comme avec une copine, elles se livrent sur leur vécu plus que sur leurs accomplissements. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Cynthia et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec très grand plaisir. Je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Enfin, parce que ça fait un petit Oui. temps qu'on en parlait. Alors, j'ai l'habitude de commencer les épisodes par une brève bio que moi je fais. Mais avant de faire ça, j'avais envie aujourd'hui de te poser une première question, puisque, comme tu le sais, dans le podcast, on explique et on explore plus qui tu es et comment tu vis les choses plutôt que ce que tu fais. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, au-delà de ce que tu fais, qui es-tu et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, au fond? Alors, qui je suis? Je m'appelle Cynthia. Je suis l'heureuse maman de 2 petits garçons, Romain et Nicolas, qui ont 8 ans et 11 ans. Je suis une maman solo, je suis entrepreneur, je suis en pleine réflexion par rapport à mon avenir. Et puis voilà, je suis une femme de la quarantaine qui a plein de choses à vivre et qui a encore envie de croquer la vie à pleines dents. Super. Alors, si je fais une brève intro bio, tu as fait un baccalauréat en communication à Oui, c'est l'ISFSC. ça. Tu as travaillé chez Arte ensuite pendant 2 ans comme assistante de rédaction et de production. Oui, Et ensuite, tu as travaillé chez AG pendant 7 ans c'est ça. avant de lancer, il y a 3 ans et demi, Biscuit, que je vais te laisser présenter juste après. Oui. Présenter et détailler où en est Biscuit et ce que ça va devenir. Mais avant ça, j'ai peut-être envie de te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce projet? Quel est ton pourquoi? Ce qui m'a donné envie de lancer ce projet, c'est que lorsque je travaillais chez AG Insurance, j'étais vraiment en quête de sens. Je faisais plein de trucs qui n'en avaient pas vraiment pour moi. Je suis devenue maman. Ça m'a posé énormément de questions et ça a remis vraiment un sens différent à ma vie. Et je me levais le matin en pleurant pour aller travailler. Je rentrais le soir, j'étais en pleurs alors que j'avais tout pour être heureuse. J'ai fait un gros burn-out et à l'issue de ça, s'est posé la question: «Mais qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie?» Parce que j'avais pas envie de retourner bosser dans la com, ça ne m'allait pas. Alors j'ai repris des études de boulangerie, pâtisserie et traiteur à ce moment-là, parce que moi je suis italienne et la nourriture c'est ma vie, vraiment. J'ai vécu dans les cuisines de mes grands-mères, j'ai ce goût très particulier pour la bonne bouffe, pour la gourmandise et je me voyais pas faire autre chose que de la cuisine. Et en faisant ces études, moi j'étais partie en me disant: «Je vais rencontrer quelqu'un sur place et je vais m'associer parce qu'il est hors de question que je me lance seule». Je ne me sentais pas en capacité de faire les choses toute seule à l'époque et donc je me suis associée avec une fille que j'ai rencontrée, avec qui ça a matché tout de suite. Ça s'est mal terminé par la suite, mais j'avais besoin vraiment de créer un projet à impact et donc j'ai décidé de lancer une biscuiterie artisanale bio où on crée des biscuits, au départ à destination des enfants, avec très peu de sucre et que des matières premières hyper goûtues et issues de producteurs locaux. Ça, c'est très important pour moi, c'était de travailler en mettant du sens dans ce que je faisais. Puis, j'ai perdu le sens parce qu'il fallait produire, être très productif pour réussir à être rentable, ce qu'on n'a jamais vraiment été au final. Et c'est reposer cette question de sens. À quoi Oui. ça sert de surproduire et de ne pas arriver à vivre de ce qu'on fait et de ne pas voir mes enfants comme je le souhaiterais, alors que pour moi, c'est la base de toute ma vie. Donc on s'est séparés et j'ai décidé de lancer des ateliers de fabrication de biscuits, donc de cookie thérapie, c'est-à-dire que les gens viennent à l'atelier et fabriquent des cookies avec leurs mains, avec leurs doigts. Donc toujours l'importance de bons ingrédients, mais cette fois-ci, on y met une valeur ajoutée entrepreneuriale qui est de se rencontrer de façon authentique et faire émerger des discussions qu'on n'aurait pas forcément autour d'une table, mais qu'on a là parce qu'on se connecte vraiment à la matière.
Donc c'était une façon un peu originale de parler entrepreneuriat et de parler de difficultés entrepreneuriales aussi. Et puis là, aujourd'hui, j'en arrive à une fin de cycle. On en Oui. parlera peut-être un petit peu plus tard ou tu veux qu'on en parle maintenant? Tu peux si tu veux, oui. Où je retrouve de nouveau plus de sens à ce que je fais parce que je Oui. m'épuise et que je n'arrive pas à en vivre et j'ai l'impression de ne plus être complètement alignée. J'ai envie de faire des choses beaucoup plus grandes et je suis cantonnée et coincée dans ce petit atelier bruxellois alors que je veux briller beaucoup plus et impacter beaucoup plus de personnes. Donc, re-questionnement. Oui, re-questionnement Ouais. et décision. C'est ça. Grande décision, c'est d'arrêter complètement ce projet, de le laisser partir. Comme tu sais, on laisse partir les choses qui sont voilà, qui ne nous appartiennent plus vraiment, qui Oui. ne nous rendent plus vraiment heureux. Quand on devient entrepreneur, on fait les choses avec bonheur, avec bonne humeur, avec toute l'insouciance avec laquelle on se lance, de se dire que ça va fonctionner, qu'on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Et ici, j'ai plus ça. J'ai plus voilà, cette petite étincelle de bonheur qui fait que j'ai envie d'y aller, que j'ai envie de me retrouver dans cet atelier. J'ai eu beaucoup de soucis dans cet atelier aussi, notamment. Donc là, j'ai envie d'arrêter complètement et c'est ce que je fais d'ailleurs. Parce que, concrètement, du coup, quand tu dis que tu Parce arrêtes? que j'ai envie de faire autre chose. Là, maintenant, j'ai décidé de faire faillite et de Oui. mettre un stop complet à mon activité. Je vais revenir à ça juste après. Avant ça, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à justement l'entrepreneuriat. C'était prévu plus tard dans l'interview, mais voilà, on verra où nous mène la conversation. Avant de te lancer, quelle était ta vision de la vie d'entrepreneuse? Parce que moi, je remarque souvent ça, que les personnes qui veulent se lancer, ou même les personnes qui sont salariées, qui rêvent un petit peu de cette vie d'entrepreneur, la vie qu'on voit sur les réseaux, qu'on nous vend. C'est ça. Puis il y a la vie après, quand on y est vraiment, on y reviendra aussi. Mais avant de te lancer, toi, ta vision de la vie d'entrepreneuse, c'était quoi? À la liberté totale, Mmh. financière, au niveau de son emploi du temps, avoir du temps pour ses enfants. Pour moi, c'était une liberté totale d'être entrepreneur et en réalité, ben, ça l'est pas du tout, c'est même tout à fait le contraire. Oui. Aujourd'hui, ta réalité, ou jusqu'à aujourd'hui, puisque, hein, j'entends, tu as pris la décision-là d'arrêter cette activité-là, en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, quelle était ta réalité? Ma réalité, c'est énormément de travail pour très peu de résultats financiers. C'est énormément de temps passé à élaborer des concepts, à courir après des clients, à faire beaucoup de comptabilité, à faire énormément d'administratif et à dépatouiller tout ce qui se passe au niveau. Et vraiment, l'admin, moi, c'est quelque chose qui Mmh. dont je n'imaginais, je ne soupçonnais absolument pas l'existence en tant que telle. Oui. Je savais qu'il y aurait un petit peu d'administratif, mais c'est précisément ce que je ne voulais plus faire. Or, ça occupe quand même vachement beaucoup de mon temps. Et donc, je mets les enfants au lit et puis après, je continue à bosser jusqu'à 1h30, 2h du matin. Je me couche et à 6h du matin, bah, faut se lever pour aller accompagner les enfants à l'école parce qu'en plus, j'ai décidé de ne pas les mettre à l'école là où j'habite. Ça aurait été très simple, mais non. J'ai décidé de les mettre de l'autre côté de Bruxelles, donc on met 1h30 le matin pour aller à l'école. Donc en fait, je passe énormément de temps dans ma voiture, dans des trajets. Alors c'est très chouette parce que j'ai plein de clients au téléphone, j'écoute de chouettes podcasts, ça c'est très intéressant, mais c'est vrai que le temps c'est de l'argent et ça je m'en rendais pas compte. Oui. Oui, oui, donc ce que j'entends, c'est que finalement, le cœur du métier Mmh. de faire des biscuits au départ, ou organiser des ateliers par la suite, enfin, et ou hein, les deux, Ouais, finalement, ne prend qu'une une toute toute petite petite, partie c'est ça. de ton temps. Et cette liberté que tu imaginais avant, finalement, n'est pas là, parce qu'il y a aussi la partie, moi j'ai souvent, il y a 3 grandes casquettes, enfin, en tout cas, parapluie, parce qu'en fait, en dessous, il y a encore 10 000 casquettes, mais il y a le cœur du métier qu'on aurait aussi si on était salarié. Ouais, Il y a la partie vente, qui implique de la communication, le marketing, le branding, ouais. enfin, vendre ce que tu fais. Mmh. Et puis, il y a toute la partie CEO, gestion d'entreprise, appelle ça comme tu veux, mais Mmh. qui comprend l'administratif, la comptabilité, les décisions stratégiques C'est pour ton ça. entreprise, et cetera, et cetera.
Et donc, oui, sous chaque, chapeau, il y a énormément de fonctions différentes et tout ça pour une seule personne quand on C'est est ça, seul. c'est exactement ça et puis tu es seule dans ton projet entrepreneurial, mais tu es seule aussi dans ta vie, de maman, Mmh. et ça, il faut pas l'oublier, mais c'est un job à temps plein Oui, d'être, maman oui, oui. et on a tendance à se dire: «Bon, ça ira, je vais m'en sortir», mais en fait non, c'est pas évident Mmh. et plus les enfants grandissent, plus les difficultés sont différentes Oui, et j'ai énormément de chance. J'ai vraiment 2 petits gars extraordinaires, mais ils s'en sortent hyper bien, à l'école. Quand je vois certaines de mes amies qui galèrent, avec des devoirs le soir, c'est absolument pas mon cas. Mais si je devais faire ça en plus, je sais pas comment est-ce que je m'en sortirais. oui. Donc l'avantage que toi tu as là, c'est cette facilité-là Oui, avec tes enfants. oui, oui, La contrainte ou la difficulté, c'est que tu es toute seule ou en tout c'est cas une ça. partie du temps toute seule avec tes enfants. Voilà, tout à fait. Il y a pas de relais, à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque quand tu te lançais comme entrepreneuse? Je crois que de toute façon, quoi qu'on ait pu me dire, j'aurais pas écouté, je me serais lancée OK. parce que je fonctionne comme ça. Plein de gens essaient de nous donner des conseils, je suis quelqu'un d'assez fonceur, donc quand j'ai une idée en tête, en général, il faut se lever tôt pour arriver à à me faire changer d'avis. C'est ce qui est une bonne qualité en tant qu'entrepreneur, je pense, hein? Oui, 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 sans doute. Après, on fonce droit dans le mur aussi, parce que C'est pas quand on faux. a des idées bien précises et que, tout le monde sait autour de nous que ça va pas fonctionner, mais nous, on est bien voilà, on fonce bien dedans. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, je ne sais pas, de bien m'entourer peut-être et de bien faire les choses au niveau, de la gestion comptable, Oui. parce que ça, c'est un truc qui est quand même vachement essentiel quand on se lance, dans l'entrepreneuriat. Oui et ça, moi, je les vois passer sur mon divan, virtuel ou physique ici, mais le financier Ouais, est une très grosse source de stress, que ce soit, complètement. parce qu'on n'est pas rentable, parce qu'on n'a pas de vue sur, parfois c'est on croit ne pas être rentable, mais on l'est Mmh. peut-être parce qu'on gère pas bien les C'est finances. Mais en ça. tout cas, tout cet aspect financier joue énormément. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est hyper important et là, j'aurais aimé être un petit peu plus au fait Oui, de ce qui se passe, même si, je sais pas si je voilà. Peut-être que j'aurais pas écouté les conseils, mais, en tout cas, ça aurait fait un petit truc dans un coin de ma tête, un petit warning de: «Fais quand même attention oui, à ce que tu fais». oui. J'allais te demander, avec ce que tu sais maintenant, est-ce que tu referais le même choix? Mais je pense que tu as déjà répondu à la question. Tu Oui, tu clairement, tu bien tu sûr. referais tu retesterais. Ah oui, oui, je referais exactement la même chose, exactement de la même façon, parce que je pense que la vie est une expérience et qu'il faut passer par certaines étapes pour devenir la personne que l'on est, Oui, au quotidien oui. et je suis riche de plein, plein, plein d'expériences, aujourd'hui et je me dis que, ça sert à toutes les personnes à qui j'en parle, puis ça sert à mes enfants aussi, parce que quelque part, ils ont un modèle qui n'est pas un modèle conventionnel devant les yeux, mais qui va leur servir à faire les bons choix peut-être dans la vie plus tard. Si on rebobine un petit peu Mmh. dans ta vie, qui étais-tu enfant? Quel enfant était, la petite Cynthia de, disons, 9 ans? Alors la petite Cynthia de 9 ans, c'était une petite fille parfaite qui faisait tout ce qu'on attendait d'elle, qui parlait très, très bien, qui faisait du théâtre, énormément de théâtre, déclamation, de l'art dramatique, de la diction aussi. J'adorais lire de la poésie, ce qui était très bizarre à mon âge, j'étais un petit peu spéciale. Personne ne lisait de poésie dans ma classe, donc mais voilà, je parlais très bien. J'avais déjà une idée très claire de ce que je voulais faire plus tard. Je voulais être avocate. C'était Ah oui. ça et rien d'autre. J'ai tenté par la suite. Je suis vite revenue, à autre chose, mais j'ai quand même tenté l'expérience et ouais, une petite fille très sage qui faisait tout parfaitement, qui réussissait très bien à l'école, qui n'avait jamais de trous dans ses bas, qui ne se salissait pas, qui était très narreuse, très attentive à ne jamais avoir une petite mèche de cheveux qui dépasse, la petite fille parfaite. Mmh. Ça, c'est dans le comportement. Comment Ça, tu te c'est un sentais? comportement. OK. Très angoissée par tout. Je me posais énormément de questions par rapport aux relations. Je ressentais beaucoup de choses et Oui. j'arrivais pas à les expliquer et dans ma famille, on n'avait pas le droit d'exprimer alors c'était pas dit clairement, on disait pas clairement: «Non, on n'a pas le droit de s'exprimer», mais par contre, on mettait un stop et un frein quand on essayait de parler d'angoisse, quand on essayait de parler de ou quand on pleurait tout simplement. On n'a pas le droit de pleurer.
On vient d'une famille immigrée, on a la chance d'être dans un pays qui nous a accueillis, on a la chance de faire des études. Donc en fait, on n'a pas le droit de se plaindre, on continue et tes petits trucs de petite fille là, ça ne sert à rien en fait de Mmh. s'en plaindre, donc ça n'existe même pas. Donc j'étais très angoissée, très stressée et je savais pas quoi faire avec tous ces messages que je recevais qui me submergeaient complètement et qui venaient de l'extérieur. J'arrivais pas à analyser tout ça À 9 ans, à oui, 9 ans. compréhensible que, Ouais. on peut ressentir les choses, mais pour les interpréter et du coup pouvoir, les placer, donner une place à ça, Mmh. oui, c'est plus compliqué évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs étiquettes qu'on t'a collées enfant et peut-être qui te collent encore, à la peau aujourd'hui? Alors on a toujours dit que j'étais, je vais essayer de retrouver le terme, atypique, OK. une enfant atypique. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est une étiquette qui me colle encore, à la peau et qui je trouve me va bien parce que de fait, je ne fais pas les choses comme les autres, je ne vis pas comme les autres. Il y a plein de sujets qui ont énormément d'importance pour plein de gens et qui pour moi n'en ont absolument pas. Donc oui, je dirais ça. Une petite fille atypique, petite fille sage aussi. Ça m'a collé très longtemps, à la peau et c'est une étiquette qui m'a fortement dérangée là, dernièrement, quand j'ai fait ma crise de la presque quarantaine, tu vois? C'est non, je ne suis pas une petite fille sage, je ne suis pas que ça en tout cas. Oui, Donc ouais, donc ça, la partie atypique, tu la prends, tu la gardes. ouais, La partie sage, tu t'en détaches un petit peu. complètement, oui. Ouais. Si, la petite Cynthia de 9 ans te voyait aujourd'hui, elle penserait quoi et elle te dirait quoi? Alors je crois qu'elle serait hyper fière Mmh. parce qu'elle a construit un truc toute seule, de ses petites mains et ça, c'était pas quelque chose qu'elle était consciente à l'époque, qu'elle pourrait faire. Je pensais et jusqu'à très tard, hein, que j'aurais besoin de quelqu'un, pour m'accompagner dans la vie, pour m'accompagner dans mon business, pour m'accompagner tout court et je réalise aujourd'hui que non, je suis capable de faire plein de choses toute seule et ça, c'est une victoire incroyable. Donc elle me prendrait à la main, elle me dirait, «Bien joué». Elle serait fière, je crois. Ouais, Ouais, j'adore ce sentiment de fierté. C'est, ouais. très puissant, je pense. Alors, on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur, chemin de développement personnel ou en tout cas, moi, je le dis souvent. Mmh. On se prend des murs, on fait face à nos propres fonctionnements, nos limites, nos croyances, à nos forces aussi. Quels sont les événements ou les situations qui t'ont le plus transformé dans ton parcours entrepreneurial? Et un peu lié à ça, qu'est-ce que ces événements ou l'entrepreneuriat en général a révélé en toi? Tellement de choses. Pour moi, c'est une formation complète Ouais. de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y a d'abord, le fait de monter un projet et puis avec une associée et puis, bah, que ça se termine du jour au lendemain parce que ça n'a pas fonctionné. Or, on n'avait pas fait de contrat ou de pacte d'associés, donc ça s'est très difficilement, terminé. Puis il y a, parfois certaines personnes qui te font miroiter des choses et en réalité, il ne se passe rien derrière et puis tu rencontres d'autres personnes, tu espères faire un autre projet qui dépasse complètement le cadre de tes compétences et bah, ça finit par se casser, la figure aussi et tu te trouves là avec tes doutes, encore plus de craintes qu'au départ, encore plus d'angoisse, parce que moi je suis quelqu'un de très, très angoissé, de très stressé. Et puis il y a toute la partie aussi personnelle qui impacte, parce que pour moi on ne peut pas il y a pas 2 vies différentes. Il y a pas, la Cynthia entrepreneur et la Cynthia, maman ou femme, non, c'est une seule et même personne et tout ce qu'on vit dans notre vie privée impacte forcément notre business. Alors il y a eu des séparations, il y a eu des annonces, au niveau de la santé. Il y a eu tellement de choses, vraiment et ces 2 dernières années ont été, alors trépidantes, certes, mais Oui, vraiment très compliquées émotionnellement parlant oui. aussi. Pour moi qui suis aux prises justement avec tout ce côté émotionnel. On va y revenir peut-être un peu plus en détail, après, mais je t'entends dire que tu étais enfant et que tu es encore aujourd'hui, qui est encore, tu as tendance à être plutôt angoissée, plutôt Oui. stressée. En même temps, c'est là où je disais, on reviendra après sur les détails de ce qui a pu se passer les 2 dernières années. Mmh. Il y a eu beaucoup de choses Ouais. et en même temps,
je te vois là aujourd'hui, Mmh. mais aussi dans ta manière de communiquer. On sait que la manière de communiquer, c'est une partie de soi, c'est Oui. jamais 100% de soi, évidemment. Mais malgré tout, je sens chez toi ce doux mélange que moi j'aime beaucoup entre force et vulnérabilité. Mmh. Je pense que c'est un super pouvoir incroyable, vraiment, 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 de pouvoir et être vulnérable et avoir cette force parce que Mmh. c'est pas que l'angoisse et le stress sont là, que tous ces événements génèrent du coup potentiellement plus de stress, plus d'angoisse Ouais, et que du coup tu fais plus rien et c'est que ça. Non, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que j'observe. Mais peut-être à tort, je ne sais pas. Ah non, non, tu Comment as tout à fait t'as... raison. Je ne suis plus bloquée par tout ça. Mmh. J'avance quand même et j'avance, à grands pas vers cette connaissance de moi justement Oui. et vers toujours plus de connaissances et ça, c'est incroyable. Ça ne m'arrête pas et il y a un nouveau terme qui me colle à la peau aujourd'hui, c'est, résiliente. Mmh. C'est apprendre de tout ce qui se passe dans notre vie et transformer tout ça pour en faire une force. Alors que c'est pas gagné au départ, Ah parce non. que quand on t'annonce des choses vraiment très, très fortes et très difficiles, comment est-ce qu'on fait pour rebondir, facilement? C'est pas quelque chose d'évident, mais je crois que j'ai toujours été comme ça. Alors, au moment même, bien sûr, je m'effondre et je pleure un beaucoup, hein. Je suis quand même, enfin, je suis pas une surfemme, mais j'utilise tout ça pour rebondir et je pense que c'est hyper important de faire preuve de cette vulnérabilité, de cette authenticité parce qu'elle Mmh. fait partie de moi et quand je communique sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est moi. Je joue pas un rôle et quand ça va pas, je le dis. Quand ça va très bien, je le dis aussi. Mais je pense qu'on impacte beaucoup plus les gens à dire les choses avec authenticité qu'à expliquer qu'on gagne des 100 et des 1000 par mois, ce qui est très bien aussi, hein, et ce qui correspond peut-être à un certain type de public. Mais moi, en tout cas, ce qui m'impacte et ce qui me touche, c'est la vulnérabilité des gens. Et c'est pour ça que je suis comme je suis et j'ai aucune raison de me présenter autrement que telle que Mmh. je suis finalement. Comment tu fais pour alors forcément et heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a, les pleurs et le temps pour, ça et pour accueillir Oui. l'émotion au moment même aussi. Une fois que ça a eu lieu, Mmh. comment tu fais? J'ai l'impression que l'émotion peut exister, Oui. d'une part, mais qu'elle est dissociée du comportement et que tu y vas quand même. Tu passes quand même à l'action malgré, la présence d'angoisse ou de stress dans la manière dont Oui. tu l'expliquais. Comment tu fais pour dissocier les 2 comme ça? J'ai une grande foi, en la vie et en l'avenir et je me dis que de toute façon, ça peut pas être pire. Donc on avance et on verra Oui. et que quoi qu'il se passe, ça va me permettre de grandir Mmh. et d'arriver à une étape supérieure de transformation de moi. Donc cette croyance, cette vision de la Ouais, vie-là te permet, de continuer, c'est ça, d'avancer tout le temps. oui, J'entends continuer à avancer, mais aussi de le voir comme une richesse presque tout à parce fait. que tout ce qui nous arrive et les émotions qu'on peut ressentir Ouais. sont en fait des informations sur qui on est et on apprend à se connaître, par les épreuves. Ça et d'autre part, je trouve que c'est un exemple incroyable pour mes enfants, de leur montrer que, bah, la vie, c'est pas tout rose. On va se casser la figure à plusieurs reprises, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on se relève, comment est-ce qu'on continue à avancer et surtout, comment est-ce qu'on accueille cette émotion qui est là, qui est positive, qui est négative, mais qui est là. Qu'est-ce qu'on en fait de cette angoisse qui nous bouffe le ventre? Moi, j'ai pas eu cette opportunité de l'exprimer enfant et je t'assure qu'aujourd'hui, je mets un point d'honneur à ce que ce soit le cas pour mes enfants. C'est parfois dur à comprendre pour les gens qui m'entourent parce que Ouais. ça a tellement d'importance que moi, je laisse vraiment l'émotion s'exprimer. Donc si mon plus petit garçon a besoin de vraiment de péter une case parce qu'il y a un truc qui ne lui correspond pas, et ben, je vais le laisser faire, je vais aller dedans avec lui et on va en parler, en discuter jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Parfois, ça prend un petit temps et c'est vrai qu'on y pleure beaucoup, il pleure très fort, mais je m'en fiche. Pour moi, l'important, c'est que l'émotion soit acceptée et entendue surtout. Mmh. J'ose espérer que ce modèle-là va vraiment les aider dans leur vie, pour la suite. Dans tous les cas, je pense. Alors là, c'est vraiment la psy qui parle, hein, mais oui, être entendu et vu Oui. dans ses émotions, c'est tellement important. Parce qu'après, c'est ce qu'on reçoit de nos parents, c'est ce qu'on internalise après Mmh. et soi-même. Combien d'adultes est-ce qu'on voit pas aujourd'hui
ne pas être en contact avec, leurs Ah oui, émotions, ne pas être en contact avec leur corps. Ce sont les enfants qui n'ont pas eu, qui n'ont pas été écoutés. exactement. Ouais, Donc dans tous les cas, je pense que c'est hyper précieux ouais. pour eux, quoi. Tu as évoqué quelquefois, hein, les 2 dernières années et Mmh. les choses, compliquées qui ont été compliquées, Oui. les dernières années plutôt perso, même si Mmh. effectivement on fait pas forcément une distinction, c'est toi et qui tu es, aussi au niveau de ta santé. Oui. Tu me parlais d'un diagnostic qui avait été posé il y a 2 ans. Mmh. Tu peux m'en dire un peu Alors plus? ce premier diagnostic, il a été posé parce que justement, ce terme d'atypique me collait fortement à la peau et que je me suis toujours posé beaucoup de questions. Et là, j'ai décidé de prendre, les choses en main et d'aller consulter et à l'issue de plein de tests, j'ai été diagnostiquée, autiste Asperger, qui est une forme d'atypisme, Oui, on le voit comme ça. Moi, je le vois comme un super pouvoir, aujourd'hui. Je ne le voyais pas comme ça à ce moment-là. Ça a OK. été quelque chose de terrible pour moi, mais donc ça a été un premier diagnostic, Pour dans ma vie il y a 2 ans. Pourquoi de terrible? Comment tu l'as vécu au départ, ce diagnostic-là? Ah, au départ, je l'ai vécu comme, je suis hors norme, mais dans le sens négatif du terme. Aujourd'hui, je le vois comme je suis hors norme, mais dans le sens positif du terme et puis surtout, ça met des mots sur des ressentis que j'ai toujours eu en moi. Ça explique beaucoup de choses, ça met de la lumière sur plein de parties de ma personnalité et ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas complètement fou de ressentir tout ce qu'il ressent, surtout. Oui. Parce que la petite fille de 9 ans, elle se sentait folle avec toutes ces choses qui l'assaillaient complètement. Aujourd'hui, je sais pourquoi est-ce que je ressentais tout ça et donc ça explique beaucoup de choses et je suis complètement, apaisée avec tout ça. Oui, c'est via ce diagnostic, via ce prisme-là, en Mmh. regardant les choses, par cet angle-là, finalement, c'est normal tout ce que tu ressens et C'est tes ça. fonctionnements. Ça légitime un petit Ça peu légitime, ça ce que je vis. normalise, ouais. Ouais, OK, donc ça, c'était il y a 2 ans. ouais, Il y a 1 an et demi, tu as oui, eu un autre, diagnostic. ouais. Alors Explique un l'autre petit peu. diagnostic, c'est une tumeur au cerveau. Je souffrais de maux de tête, de vertiges depuis, un petit temps déjà et puis je suis allée consulter et mon médecin traitant m'a fait faire une IRM de façon tout à fait, voilà, sans se poser aucune question. Il dit: «Bah, tu as des douleurs, à la tête, bah, allons faire une IRM» et là, on s'aperçoit qu'il y a une masse. Donc dans la semaine qui a suivi, j'ai, été prise en charge par toute une équipe, dans un grand hôpital, faire des examens, des imageries. Alors je déteste, les aiguilles, je déteste, les endroits clos. On me met dans des machines, mais horribles, qui Oui. font énormément de bruit. On me met des trucs froids dans les veines, c'est horrible parce que je vis tout ça comme une agression. Je ne comprends pas ce qui se passe et on ne m'explique rien. Et ce n'est qu'au bout de tous les examens qu'on m'annonce qu'en fait, on ne sait pas réellement ce que j'ai, mais visiblement, j'ai une tumeur au cerveau. Mais on ne sait pas, elle est atypique cette tumeur. Tiens donc. Et aujourd'hui, j'en ris, mais je t'assure qu'au moment même, j'en rigolais J'imagine. pas. Non. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc tu sais pas si c'est une tumeur bénigne, maligne? Alors, on sait qu'elle est pas cancéreuse. OK. Ça, on croit qu'elle n'est pas cancéreuse, parce que ça Oui. fait visiblement 8 ans qu'elle est là, Ah oui. ou peut-être plus, ça on ne sait pas non plus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle continue à augmenter et elle est mise de façon très, très atypique. On n'a aucun cas qui relate ce genre de tumeur à cet endroit-là. Donc si tu veux, pour donner un petit peu plus de détails, au niveau de l'hypophyse, il y a une tige qui s'appelle la tige pituitaire. En règle générale, les tumeurs poussent au-dessus ou en dessous. Ici, elle a poussé à l'intérieur de la tige. Ce qui fait que la membrane de la tige se dilate légèrement pour que la tumeur puisse s'expanser à son aise, n'est-ce pas? Oui. Donc, on a voulu tester opération. On s'est dit d'abord, on va faire une biopsie. Ah ben non, c'est trop dangereux. Et en fait, les médecins n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente. Certains veulent opérer, d'autres pas. Moi, il est hors de question qu'on m'ouvre le crâne si je ne sais pas ce qu'on va y faire. Donc là, on est avec avec ce truc, ce diagnostic qui est posé et tous les 6 mois, des examens pour voir si ça grossit, pour voir ce qu'on décide de faire de 6 mois en 6 mois. Voilà. OK. Comment tu vis ça, toi? Parce que c'est un énorme, doute, enfin Oui. il y a un diagnostic, mais en même temps, pas de protocole, Non, pas de plan d'action ou de c'est ça. c'est attendre tous les 6 mois, on réévalue. Ah ben c'est une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, Oui. clairement. C'est et chaque fois à l'approche des dates, des examens,
je vacille complètement parce que je me dis: «Si ça se Mmh. trouve, bah, on peut m'opérer demain, je peux mourir demain». Enfin, on ne sait pas, en fait. Mmh. Puisque c'est atypique et que ça n'existe pas, ailleurs, il y a aucune littérature qui en parle, ben, on ne sait pas ce qui va se passer et vivre dans l'incertitude, ça, c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Moi, j'ai besoin de contrôle, j'ai besoin d'être dans ma petite routine et quand j'en ai pas, je vrille complètement. Mmh. Je sais que je dois rester en place parce que j'ai 2 enfants et que voilà, il faut rester sur une certaine route, mais j'ai très peur. Oui, évidemment Ouais. que j'ai très peur et je me dis aussi que, bah, la vie est courte et est-ce que vraiment on a envie de continuer à vivre quelque chose qui nous déplaît, alors qu'on sait très bien qu'il y a un terme qui va être mis à cette vie et qui pourrait être mis beaucoup plus rapidement au final? Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vivre, en faisant ce qui me plaît, comme ça me plaît et je garde en tête le moment où j'ai envie de le faire. Je fais les choses, voilà. Par exemple, je me rends compte que j'ai pas assez d'argent pour partir en vacances, partir avec mes enfants, ben, en fait, je m'en fous, je pars quand même et je me dis que je réussirai d'une façon ou d'une autre à créer de l'argent au moment où je reviens. Donc toutes les décisions que je prenais avant sur un coup de tête, ben là, elles sont encore plus amplifiées aujourd'hui sous le couvert de: «Je sais pas ce qui va se passer demain», donc en réalité, ben, vivons au jour le jour Mmh. et voilà. Je suis obligée de faire comme ça en tout cas, même si ça Ouais, m'angoisse. ouais. Oui, j'entends la partie, compliquée, d'angoisse, Ouais, qu'amènent, le doute et l'incertitude ouais, et en même temps, cette remise en perspective et cette soif de vivre aujourd'hui du ouais, coup et cette saveur presque de la vie qui complètement. est, plus intense. C'est ça et puis cette intensité, c'est de la partager aussi. Ouais, C'est de partager toutes les petites joies qu'on vit, bah, elles sont plus petites, elles sont grandes, oui, et on a envie de montrer, et d'inspirer les gens aussi en disant: ben oui, OK, vous vivez des difficultés, mais je vous assure que la vie est belle quand même. Il y a plein de choses magnifiques qui se passent, dans notre quotidien». Voilà, de base, je suis quelqu'un qui s'émerveille très facilement aussi. Je vois un nuage qui bouge avec, je trouve ça, très beau et je suis capable de m'émouvoir de pleurer devant un coucher de soleil ou quoi que ce soit. Mais là, ça prend une dimension encore plus puissante aujourd'hui et encore plus authentique dans la transmission de ce que j'ai envie de renvoyer aux gens. je reviens avec mes 2 termes, hein, mais cette, vulnérabilité et cette, force combinée, Mmh. et j'entends beaucoup de résilience Ouais, comme tu l'as dit toi aussi tout à l'heure. Ce diagnostic, tout ce que ça implique, mais j'imagine probablement les maux de tête qui doivent encore être là du ouais. coup, tout ça, quel impact est-ce que ça a eu sur Biscuit, sur ton activité, d'entrepreneuse? Ça a eu énormément d'impact. Parce que d'abord, quand on t'annonce une nouvelle pareille, tu te dis: ben j'arrête tout. Si je Oui, dois mourir demain, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à faire des biscuits?» Non, la réponse est non et c'est là que ça a semé déjà une petite graine dans ma tête par rapport à ce projet entrepreneurial. Je sais pas très bien comment l'exprimer par rapport à ça, mais mes biscuits a été très fortement, impactés parce que j'avais envie de prendre du temps pour moi. Et que je m'interdisais de le faire étant donné que justement j'ai un job, je dois aller bosser, je dois satisfaire mes clients, je dois gagner de l'argent parce qu'à la fin du mois, il faut mmh, quand même, réussir à manger et tu sais, à partir du moment où tu mets des «je dois» et «il faut» dans ce que tu fais, c'est fini. Pour ouais, moi, c'est déjà mort, mmh, c'est terminé. Je dois y aller, puis j'ai commencé à être très négative par rapport à l'espace dans lequel je travaillais. J'avais plus envie de rien, à ce moment-là et puis, bah, les maux de tête font que tu peux plus travailler tel que tu le faisais, à 100 avant. oui. J'avais énormément de vertige aussi, je portais du poids et puis toutes ces réflexions, c'était beaucoup trop pour moi à ce moment-là, donc forcément ça a été impacté. Oui, oui, c'est ça et donc j'entends aussi bien la partie, juste, les conséquences ou l'impact de la maladie, les maux de tête, les vertiges, tout ça qui font que juste physiquement tu es pas capable de travailler C'est ça. et j'entends aussi de nouveau la remise en perspective et en question de, bah, si j'ai ça, est-ce que vraiment c'est cette Ouais, activité-ci que j'ai envie complètement. de faire, Ouais, complètement et un jour, un de mes amis avec qui j'étais allée manger m'a dit: «Tu sais,
tu n'es pas qu'une pâtissière. Et ça, tu vois, cette phrase, j'en avais fait un post Oui, d'ailleurs. je me souviens, je pense. Ça a été hyper fort parce que je me suis dit, mais non, en fait, je suis pas qu'une pâtissière et j'ai pas envie qu'on me définisse comme étant une pâtissière. Ça me met dans une case et on Oui. m'a toujours mis dans des cases. Je veux plus de ça. Je veux sortir des cases. Et aujourd'hui, je transmets des choses tellement plus grandes que juste le fait de faire des cookies, que ça ne me correspond plus, tout simplement. Et c'est marrant parce que je me rends compte maintenant, en discutant avec toi, que je crois que c'est cette annonce de tumeur qui a mis un stop à cette activité dans ma tête. Mhm. Oui, ben, quand on parle tumeur, c'est pas un petit diagnostic. Non. Ça implique, ben, comme tu le disais, hein, la fin de vie qui est potentiellement moins loin que ce qu'on l'imaginait. Ouais. Et ça, dans tous les cas, que ce soit comme le décès d'un proche peut faire la même chose, hein, la même remise en question, mais c'est effectivement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment Ouais. important, parce que la vie est courte et que... Ouais. Et c'est remettre l'essentiel au centre Exact. de notre vie. Et pour moi, l'essentiel, bah, c'est plus la biscuiterie. C'est quoi l'essentiel du coup? C'est une très belle Je transition. m'attendais à cette question. Alors aujourd'hui, l'essentiel, c'est mes enfants. Ça, c'est mon essentiel. L'essentiel, c'est aussi l'alignement pour moi. C'est de me sentir bien dans ce que je fais, même si ça demande de nouveau de l'inconfort, parce que dès qu'on change, qu'on vacille un petit peu, que ça bouge, bah forcément, ça va de pair avec un certain inconfort et une certaine dose d'angoisse toujours. Mais être vraiment alignée et me sentir bien dans ce que je fais et dans qui je suis surtout, dans l'image que je renvoie. Aligné entre ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu fais, ce Ouais, que tu ce que je renvoies comme suis, image. ouais. Du coup, j'enchaîne, je pense que c'est un bon enchaînement là. Hem, Tu as dit que tu arrêtais biscuits. Oui. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que c'est déjà clair à 100 ou je pense qu'il y a il y a une idée? Il y a une idée, il y a une trame en tout cas narrative là dans ma vie que j'exploite et que j'aime énormément, c'est la rencontre avec les autres entrepreneurs. Donc j'ai envie de créer des, possibilités de networking, alors plus avec des cookies évidemment, mais avec d'autres choses. J'ai envie de faire naître de jolies collaborations et d'explorer un petit peu plus, tout ça. Et puis, à l'issue de tout mon vécu, moi je remarque, que c'est très difficile pour certaines femmes d'incarner complètement leur personal branding et j'ai vraiment envie de les aider à ça. J'ai envie de m'entourer d'experts et de leur proposer toute cette expertise pour leur permettre de briller sur les réseaux sociaux. Ça a été très rapide, pour moi. J'avais même pas de compte LinkedIn, il y a 1 an et demi maintenant. Donc j'en avais jamais créé, je voyais pas l'intérêt. Ouais. Je connaissais même pas le réseau. Et puis on m'a dit, une de mes amies avec qui j'ai fait mes études de com, me dit: «Bah, enfin, c'est quand même pas normal que tu aies pas de compte LinkedIn. En plus, tu te lances en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment l'occasion de partager des choses». Je dis: «Oh là là, avec quoi tu viens? Enfin non, moi ça m'intéresse pas de partager, ça n'a pas de sens pour moi». Et puis je l'ai fait, je me suis lancée et là j'ai découvert tout un autre monde et j'ai surtout rencontré des personnes incroyables, parce qu'on le dit pas assez souvent, mais les réseaux sociaux, c'est un truc, génial pour ça, pour capter l'essence de l'entrepreneuriat, pour réussir à rencontrer des gens exceptionnels qui ont des parcours de vie incroyables. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est ce que j'essayais de faire lors de mes cookie thérapies, c'est de capter l'humain et capter l'authenticité. Ben là, je peux le faire de façon beaucoup plus grande. Mmh. Ça rayonne beaucoup plus fort sur un réseau social. J'ai jamais eu de soucis avec le fait alors au départ, si, j'ai eu un problème avec mon image, j'osais pas me montrer, puis c'est venu assez naturellement et assez rapidement. Parce que je pense que quand on vit tout ce que j'ai vécu, l'image qu'on renvoie, au final, elle a plus vraiment beaucoup d'importance, pour moi et j'ai envie d'aider les femmes à faire ça aussi, Oui. à ne plus avoir de soucis à poster, à pas dire: «Oh mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais je vais peut-être pas mettre cette photo parce qu'on voit trop ceci, on voit pas assez cela», les aider complètement à se réinventer, à oser et à gagner leur vie et à trouver des clients grâce aux réseaux sociaux au final. Ce que moi j'ai réussi à faire en très peu de temps. J'ai Ouais. envie de donner ces clés à toutes les femmes formidables qui m'entourent et qui font partie de cette communauté au final. J'entends toujours cette envie d'impacter Oui, et peut-être d'impacter plus de monde via les réseaux oui, sociaux que ce que tu as pu le faire avec, avec Biscuit. c'est ça.
les dernières années? Un des sujets dont j'aime bien parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce qu'il vient t'ennuyer une fois de temps en temps? Il m'ennuie souvent. Il m'ennuie très souvent. OK. Il m'a toujours ennuyée toute ma vie. Même petite, quand je montais sur scène, au théâtre, il m'ennuyait. Le seul domaine dans lequel il ne m'ennuie pas, c'est dans mon rôle de maman, où là, j'ai pas d'hésitation, j'ai beaucoup de certitude et je me sens tout à fait à l'aise avec ce rôle. Dans mon rôle de femme, dans mon rôle d'entrepreneur, il y a énormément de questions et surtout quand tu changes comme ça complètement de carrière. Parce que je bossais dans la com. Alors au départ, c'était pour une émission de télé, donc sur Arte Belgique, comme tu le disais tout à l'heure, où, bah, c'était strass, paillettes. J'accueillais, des vedettes, en plateau, j'avais des contacts avec des maisons d'édition, c'était vraiment génial. Mais en tant que fille qui sort d'études, de communication, qui a à peine, 21 ans, qui se retrouve à, voilà, côtoyer des stars comme ça, je me dis: «Mais c'est pas ma place, qu'est-ce que je fais là? Je vais pas savoir quoi leur dire» et cetera. Puis après, je me retrouve à bosser chez AG Insurance où je rentre, un peu par dépit en me disant: «Je trouve rien d'autre, il faut absolument que j'ai un job parce que j'ai un prêt» et voilà, donc je fais du front office, répondre au téléphone et cetera, jusqu'au jour où il y a un poste en com qui se libère et là, je postule. Mais à aucun moment je me suis dit, que ça n'allait pas aller, puisque j'étais persuadée, encore une fois, j'avais pris ma décision, je fonçais alors que j'étais enceinte de quelques semaines. Je me suis dit: «Tant pis, en fait, je tente et puis on verra bien» et puis je me suis mise à bosser dans une équipe, quasi exclusivement néerlandophone. Je parlais pas néerlandais de façon, parfaite, donc là aussi, beaucoup de questionnements et puis c'est créer des textes, c'est cette écriture, c'est ce syndrome est revenu à ce moment-là aussi et puis bim, on arrête complètement, on reprend d'autres types d'études, on lance un projet entrepreneurial. Mais tu es qui pour lancer un projet au final? Enfin, de où sort cette idée complètement saugrenue que toi, la petite Cynthia, tu vas créer un truc comme ça, de tes mains? Et puis là, maintenant, ça se termine et je dois faire autre chose. Comment est-ce qu'on fait pour demander un prix plus élevé? Tout ça, bien sûr que le syndrome de l'imposteur, il Mmh. fait partie de moi et il fait partie d'énormément de personnes Ah que oui, que je rencontre. oui, oui, bien sûr. Comment tu fais pour y aller quand même? C'est ça revient un petit peu à ça et je pense que dans l'entrepreneuriat, que ce soit le syndrome de l'imposteur ou d'autres Ouais, émotions, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure ouais, d'angoisse, de stress, le passage à l'action est important et ouais, quand je dis passage à l'action, c'est à tout niveau, c'est ne pas se mettre sous la couette de manière littérale ou ouais. figurée, mais aller se cacher dans un coin parce qu'on ne se sent pas légitime, parce que enfin, ici, c'est la légitimité, mais en fait, ça vaut pour beaucoup de choses. Comment tu fais pour y aller quand même, pour passer à l'action quand même? Je dirais que encore une fois, j'ai foi en la vie Oui. et je me dis que toutes les choses que je vis me poussent à devenir une version supérieure et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'accompagne aussi, c'est toutes les personnes incroyables que j'ai rencontrées, et qui sont entrepreneurs à mes côtés et avec qui j'ai des discussions passionnantes et qui, elles, ne doutent absolument pas. Je te coupe, pardon. Ouais. Elle ne doute pas d'elle-même ou elle ne doute pas de De toi? moi. Elle ne doute pas de moi. OK. Ouais. Elle ne doute pas de moi. Il y a aucun doute Oui. par rapport à ma réussite, par rapport à l'image positive que je renvoie. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées et qui s et elles se comptent en dizaines, ces personnes. J'ai vraiment un noyau très, très dur là, tout à mes côtés, Mmh. mais il y a des dizaines de personnes qui elles, y croient et je me dis: «Bah, si elles y croient, peut-être qu'il serait temps que moi aussi, j'y croie». Mmh. Et puis, il y a le regard bienveillant de mes fils qui, eux, sont juste incroyables en disant: «Beh, maman, go, en fait, ne te pose pas de questions, go, tu as déjà fait pire, donc vas-y, fais et puis on verra bien». Et ce «on verra bien», tu vois, il me déculpabilise complètement. Il me dit: «Bah, c'est vrai au final», tu sais, j'aime bien cette vision d'enfant de: «Bah et même si tu te plantes, qu'est-ce qui se passe au Ouais. final?» Bah oui, c'est vrai, fais ta construction en Lego et si tu la plantes, enfin, on passe notre vie à leur dire: «Bah, c'est pas très grave mon petit chat, si tu foires ça, beh, voilà, tu recommenceras après». Beh, pourquoi est-ce qu'il en serait pas, pareil pour notre vie d'adulte et Oui, oui. notre vie d'entrepreneur au final? Donc pour moi, c'est tout à fait OK. Je me pose plus toutes ces questions. En fait, je ne m'embarrasse plus de tout ça aujourd'hui. Je me dis:
as envie de faire ceci, eh ben, teste. Ça va pas, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui Mmh. t'attendent, par la suite, donc je m'encombre plus, de tout ça. Alors encore une fois, au moment même, au moment de prendre cette décision, évidemment que le stress est là, évidemment que l'angoisse est là, évidemment que l'émotionnel prend une place énorme. Mais j'y vais quand même parce que je suis riche de tout ça, de tout ce qui m'entoure. Oui et dans ce que tu dis, j'entends l'émotion est là et elle peut être là, Mmh hein, mh. elle peut être entendue et vue comme tu disais avec tes enfants, là tout de suite. J'ai l'impression qu'une fois que ça y est, elle est bien ressortie, on l'a bien vécue, tu te reconnectes à d'autres parties. Ouais. Parce que c'est une partie finalement, le syndrome de l'imposteur, oui, c'est Mmh. là, c'est là aussi pour nous protéger, hein. Ouais. Quand on sort de notre zone de confort, ça peut potentiellement être dangereux. Mais tu te reconnectes à d'autres parties, à cette partie de, bah, l'échec, c'est pas grave, Oui. ce qui est pas évident parce que dans la société en Europe, Ah oui, complètement. versus les États-Unis, Bien mais sûr. c'est pas vraiment le message, habituel. Tu te reconnectes à cette vision que d'autres peuvent avoir de toi. Tu te reconnectes à d'autres, Oui. à ce que tes fils peuvent te dire, à ces autres parties qui t'aident du coup, à y aller quand même. J'aime bien que tu dises, «Je vois l comment les autres me voient» ou en tout cas ces autres Ouais, entrepreneuses, autour de moi. Elles n'ont pas de doute et du coup moi ça apaise mes doutes. c'est vrai. De plus en plus, je trouve que c'est important de, donner du crédit et donner de l'importance à ça. Avec le développement personnel, les dernières Mmh. années, on entend beaucoup: «Ah non, non, mais il faut le faire, ça doit venir de soi». C'est comme dans les couples, il faut s'aimer soi-même avant Ah de oui. pouvoir être aimé par l'autre. Tu sais, c'est ces discours un peu, ça doit d'abord venir de toi avant que ça puisse, alors que non, on se construit aussi Mais tellement. par le regard Avec les des autres. autres, oui, Ah avec oui. les autres et par le regard Ah des oui. autres et ça peut venir apaiser tellement de choses. Oui. Alors je dis pas qu'il faut d'office mettre cette responsabilité-là Non, pas du sur les tout. épaules des autres, mais quand ça vient, bien sûr qu'on se Mais construit, évidemment. Et c'est en tellement plus groupe. confortable Oui. aussi. Là, je déteste, moi, cette injonction, avant de rencontrer quelqu'un, il faut absolument se sentir bien et réussir à se donner tout l'amour, et tous ces trucs de développement personnel qu'on lit partout et qu'on voit partout sur les réseaux. Mais je suis pas d'accord. Mmh mh. Pour moi, on peut grandir, on peut s'apporter mutuellement des choses magnifiques qu'on n'aurait jamais pensé aller explorer si on avait été seul. Oui. Et pareil en amitié et pareil dans le business. Pourquoi se passer de la présence de l'autre alors qu'on enfin, l'homme est quand même un animal, social au départ. Tout à Donc fait. pour moi, c'est un non-sens de ne pas aller vers l'autre, de ne pas accorder du crédit à ce que dit l'autre, surtout quand en plus c'est super positif et Mmh. que ça t'aide à avancer. Mais je serais complètement, enfin, à côté de la plaque de ne pas suivre, l'avis de gens qui m'entourent et qui me veulent du bien surtout. Oui. Alors il y a cette partie-là et de manière générale, j'entends le fait d'être entouré, de ne pas rester seul, Oui. aide beaucoup aussi. Ah oui. J'entends ça, j'ai entendu ça quelques fois Oui, oui. dans ce que tu Moi, racontes. ça me sauve aujourd'hui, Mmh. vraiment, parce que, bah, il y a des choses difficiles dans la vie de chacun et le fait d'être entouré de plein de gens qui vivent ces choses-là aussi ou qui les vivent différemment et qui peuvent te donner leur avis plus impactant sur les choses en fonction de leur vécu, c'est tellement riche. Mais enfin, c'est d'une richesse infinie pour moi. On est beaucoup plus riche de ça que d'autres choses dans ma conception des choses. Et si on n'a pas ça, pour moi, on peut pas s'en sortir, ni dans Mmh. l'entrepreneuriat, ni dans la vie de façon générale. Je Mmh. pourrais pas être seule. Oui. J'en ai pas envie et je ne pourrais pas de toute Mmh. façon. Ça a une importance capitale. Oui, je pense que c'est capital et surtout quand on voit les chiffres, là maintenant, surtout depuis le covid, du sentiment de solitude qui Ouais. augmente, chez les personnes âgées, chez les jeunes aussi énormément. Quand on voit, les chiffres en termes de santé mentale, de l'impact sur les maladies longue durée et Ouais, c'est cetera, une catastrophe. je pense que une des clés, c'est de revenir vers plus de collectif, Mmh mh. moins d'individualisme et on a encore du travail. Oui, mais pour moi, c'est ce qui nous sauvera vraiment. Mmh. Oui. Quel est ton super pouvoir? Ta force qui t'aide dans l'entrepreneuriat? Alors mon super pouvoir, c'est, mon regard d'enfant sur les choses. Je m'émerveille de plein de choses et de toutes les toutes petites choses et ça me permet d'avoir une vision qui tient sur du long terme
même si dans le présent, c'est compliqué, même si ce que j'ai vécu est difficile. Ça me permet de garder une certaine trajectoire, que de me dire que je suis capable de me réjouir de plein de petites choses magnifiques et des petites choses magnifiques, il y en a tous les jours. Je me rends compte que c'est un super pouvoir parce qu'il y a pas énormément de gens, Mmh. autour de moi qui sont capables de faire ça. Je sais que ça énerve certaines personnes aussi, parce que parfois on vit des choses très difficiles. «Oh mais enfin arrête avec tes petits bonheurs du quotidien là, c'est bon, moi ce que je vis est vraiment très difficile pour moi». J'entends, mais moi c'est ma façon de traverser, Mmh. la vie. Oui et l'un n'empêche pas l'autre. Non, On peut être très mal, d'une part, par, évidemment, ce qui se passe, enfin, dans la vie, quoi et à côté de ça, en même temps, voir tous ces petits bonheurs-là aussi. ouais. Parce que si c'est que l'un que l'autre, Oui, là ça c'est pose un souci. ouais. Évidemment, un de mes, cheval de bataille, c'est, prendre soin de soi. Dans une culture où il faut toujours travailler plus, plus vite, Ouais. la performance et même si j'aime le terme, performance, hein, mais pour moi, c'est vraiment l'intersection de la performance et du bien-être. Mmh. Comment est-ce que toi, tu fais pour prendre soin de toi dans ton travail, dans ton quotidien? Ça a été quelque chose de très difficile, pour moi à comprendre. Parce que je viens pas d'un milieu où on prend soin de soi, on prend soin des autres. Là, dernièrement, j'ai vécu une rupture amoureuse qui m'a permis de comprendre ça. De comprendre qu'en fait, je fais toujours tout pour les autres, mais jamais rien pour moi et maintenant ça suffit. Donc j'ai mis un stop de façon ferme et définitive, et de façon concrète Oui, aussi. Prendre soin de moi, c'est, reprendre goût à la lecture et à lire beaucoup. Je ne faisais plus. Moi, c'est la culture, aller voir des spectacles, aller voir des concerts, aller voir des expos, traîner dans les musées, aller me balader. C'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que les hommes qui ont partagé ma vie n'aimaient pas forcément ça. Pour faire plaisir à l'autre, je me suis complètement oubliée là-dedans. Aujourd'hui, je me reconnecte à ça et j'adore ça. Et puis, je prends soin de moi en passant de super moments avec les gens que j'aime. Que ce soit en partant avec, mes enfants à la découverte de plein de choses, que ce soit en allant au terme, avec mes copines ou, en mangeant bien, en me préparant à manger. Tu sais que je mmh. me suis rendu compte d'un truc dernièrement aussi, j'ai passé ma vie à cuisiner pour les autres. La cookie thérapie, c'était ça aussi, je fournissais des biscuits, aux autres. Aujourd'hui, jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais incapable de me cuisiner quelque chose. Ah oui. Quand je suis seule, je cuisine pas pour moi. Et ben là, maintenant, je le fais et c'est une satisfaction dingue de se dire: «Je me suis fait plaisir». Tu vois? Ce sont des toutes petites choses parfois, hein. Oui et par rapport à la cuisine, d'autant plus, j'imagine que pour toi, la cuisine, ça a cette connotation de faire Ah plaisir, oui, de prendre soin de l'autre. Donc si tu le fais rien que pour toi, ça c'est veut dire ça. que tu te fais plaisir, tu Ouais, prends soin de toi. ouais. Cette connotation-là reste, mais c'est Ça, orienté que vers toi, quoi. voilà et puis c'est donner de l'amour aussi. Ouais. Quand on offre un repas à quelqu'un, on offre une partie de son cœur au final. Et ben là, tu vois tout cet amour dont on parle, dans tous les magazines, il faut absolument, prendre cet amour et se le donner à soi. Bah, là, c'est la petite partie où je m'autorise Mmh. à me donner cet amour et où je me dis que c'est trop bien. C'est vraiment trop bien de cuisiner pour soi. C'est incroyable à quel point c'était, juste impossible il y a encore quelques semaines. Donc je suis super fière d'y De arriver. nouveau. Ouais, cette fierté, cette fameuse fierté. Ouais. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi réussir? Pour moi, aujourd'hui, réussir, c'est être heureux, quoi qu'on fasse. La réussite, elle est décorrélée du côté financier. En tout cas, il y a pas que ça. Oui, bien sûr, forcément, hein, je souhaite à tout le monde de réussir financièrement. Mais pour moi, être heureux, être entouré d'amour, être entouré de gens qui nous apprécient, ça n'a pas de prix. Et là, aujourd'hui, même si je suis en pleine faillite, même si je suis en pleine, reconstruction après une rupture amoureuse, je sens que j'ai réussi. Mmh. J'ai réussi parce que je deviens une version, vachement plus intéressante de ce que j'ai toujours été. C'est fort ce que tu dis, hein. Tu dis: «Malgré là, pour l'instant, aujourd'hui, je vis une faillite,
une rupture amoureuse Ouais, et en même temps, j'ai le sentiment de réussir. oui. C'est incroyable. Oui, c'est complètement fou et les gens qui nous écoutent vont se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» mais Non, mais je vois très bien, mais je veux le souligner parce que ouais, vraiment, c'est ne pas attribuer ce sentiment de réussite, ouais. parce que, là aussi, j'ai envie de souligner que c'est un sentiment, que c'est pas quelque chose d'objectif. Objectivement, on a Mmh. réussi, on n'a pas réussi, c'est subjectif à chacun, mais de ne pas associer ce sentiment de réussite à la réussite d'une Ouais, entreprise, la réussite d'un couple, ouais, mais de moi qui je suis, c'est la personne que j'ai envie d'être c'est ça. aujourd'hui et le chemin, parce qu'on évolue toujours évidemment, le chemin que je suis en train de prendre et sur lequel je suis correspond à ma vision de la Mmh. réussite. Il était temps que j'arrive à ça. La quarantaine me va bien pour ça. J'y suis enfin et je suis trop contente, Ouais. vraiment et c'est vrai que parfois on me dit: «Oh là là, mais comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est terrible ce que tu vis». Oui, oui, c'est vrai que c'est dur, mais j'ai pas de doute quant au fait que ça va bien aller. Je ne sais pas encore Mmh. comment, je ne sais Mmh. pas avec qui, mais je sais que ça va bien se passer Mmh. et de toute façon, j'ai pas de prise par rapport à ça. Donc comme tu le disais tout à l'heure, je pourrais rester sous ma couette, bien au chaud, et voilà et m'arrêter à ça, mais n j'ai pas envie de ça. La vie est vraiment trop courte. Ouais. Quel mot ou quelle image résume ce que tu as envie de transmettre ici aujourd'hui avec cet épisode qu'on vient d'enregistrer? Moi, j'ai envie de voir un tournesol. Je vois un tournesol qui devient de plus en plus radieux à force qu'il s'ouvre et qu'il se tourne vers la lumière et cette lumière, c'est le chemin qui reste à parcourir, qui est fait de plein de choses positives, ou un petit peu plus difficiles. Mais ce que j'ai envie de transmettre, c'est que peu importe où se trouve le soleil, le tournesol va toujours se tourner pour retrouver une position qui l'avantage et qui lui Mmh. permet de bénéficier de cette lumière et je crois qu'on est tous capables de ça. Ouais, c'est cette image-là que je donnerais. C'est beau! Oui, c'est beau, hein? J'adore les métaphores, donc moi, là, je suis complètement partie, je visualise le truc, Écoute, c'est je très m'attendais beau. pas à la question, mais là, pour le coup, j'ai été très inspirée. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu veux encore, absolument, rajouter ou Qu'est-ce que je pourrais encore rajouter par rapport à toute notre conversation qui a déjà été très, très riche? ouais. J'ai envie de dire, aux personnes qui nous écoutent que peut-être par rapport à ce que je vis là maintenant, on n'est pas que ce que les gens disent de nous. On est ce que l'on est à l'intérieur et de garder toutes ces choses très positives, même si on nous dit du négatif parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de nous détruire, qui ont Mmh. envie de nous faire du mal. Il y a des gens qui sont pas très positifs de façon générale, mais de garder ce truc en nous qui nous permet de rebondir quand même et de se dire que c'est un avis, ça appartient à la personne, mais que ça ne doit pas nous détruire pour autant. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris très récemment et c'est une force supplémentaire et je voudrais pouvoir le transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci. Merci à toi. Merci pour tous ces précieux conseils, pour ta, vision, parce que je pense qu'il y a beaucoup dans la vision et dans la manière dont tu regardes les choses, Mmh. ta résilience et vraiment cette, combinaison de force et de vulnérabilité qui pour moi c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez les gens, quand je rencontre ça et qui est rare. Il y a peu de personnes qui arrivent à combiner comme ça les 2, qui peuvent paraître, opposés de prime Mmh. abord, hein, cette vulnérabilité, cette force et en même temps, je pense que justement, c'est par la vulnérabilité qu'on montre et qu'on arrive à être dans sa force, Ouais. réellement, et je pense que tu incarnes ça, mais que tu es le parfait exemple de ça. Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce que tu me dis et je suis vraiment très contente, d'être là aujourd'hui, avec toi et c'est vrai que ça faisait longtemps Oui, qu'on en discutait, mais voilà, toutes les choses arrivent au bon moment et c'est vrai. peut-être qu'aujourd'hui j'avais plus de choses à partager qu'à l'époque, Peut-être, tu vois? Donc ouais, les choses se mettent toujours bien de toute façon, donc ouais. merci de m'avoir reçue. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Comme toujours, si tu penses que cet épisode peut inspirer quelqu'un, s'il te plaît, distribue un peu de bonheur et partage-le lui. Et enfin, je t'invite à mettre 5 étoiles pour le podcast et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Prends bien soin de toi et moi je te dis à bientôt.